Aujourd'hui, on va prendre le deuxième livre avec comme thème le village humain. Para, je te dis bonsoir, je suis Atagori, bienvenue dans les naines. Durant cet épisode, on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est et où est-ce que c'est? Qui est lié à cet endroit? Quelle est l'histoire du lieu? Première question, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Le village des humains est un petit village situé dans la zone géographique du Sanctuary, où habite la quasi-totalité des humains vivant à Domugenry. Il est relié à la route du Sanctuaire Senri via le chemin qu'on appelle tout simplement chemin de la route du Sanctuaire Senri au village humain. Le village est également situé près des bois déchaînés. Le village n'est pas aussi important pour Mugenri que celui de Gensokyo. Effectivement, le village est vraiment très petit, et étant donné la population d'humains dans Mugenri, c'est plutôt logique. On ne sait d'ailleurs pas vraiment beaucoup de choses sur les humains qui habitent le village, seulement qu'ils sont dans l'ignorance la plus totale des affaires importantes de Mugenri, et qu'ils ont peur de la dictature imposée par Tsurubami et Tenkai. En parlant de Tenkai, on sait que son magasin de barrières, à savoir l'Azumaterasu, est présent dans le village, ainsi que l'agence financière Gappori, pour laquelle travaille Ibaru Kokutenshi. Parfois, des importations de marchandises sont faites depuis Devanagara et autres endroits importants de Mugenri. Ces ressources sont alors vendues sur la plage du marché du village. Très bien. Maintenant qu'on a le contexte, il va falloir se poser la question de qui est lié. Il y a ici 3 personnages qui sont liés de près au village, à savoir Tenkai Zuifeng, Ibaru Kokutenshi, ainsi que Suko Shirami. Faisons alors leur rencontre. Les kanji de Suko représentent respectivement bleu et flétrir. Quant à Shirami, ça signifie miroir argenté. Concernant son histoire, Suko a été plaqué par son conjoint dans le passé. Depuis, il se cache le visage par peur de penser être moche. Suko fait également beaucoup de travaux volontaires, passant souvent au village humain pour visiter ou aider les gens. Pensant son visage horrible, Suko a une vraie jalousie envers les choses jolies, même si ce n'est pas un être vivant. Suko est à la fois une divinité et un céleste, mais ses pouvoirs ne sont pas vraiment très importants, alors peu de personnes vénèrent Suko. Niveau capacité, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part celle d'enchanter les gens. C'est quand même un personnage assez court à expliquer, mine de rien. Mais là, on va entrer dans les personnages un petit peu plus complexes, et pour garder le meilleur pour la fin, je vais d'abord parler de Ibaru Kokutenshi. Le prénom Ibaru signifie littéralement alouette des champs, qui est un type de passereau sauvage. Le nom Kokutenshi signifie empereur du soleil matinal. Le personnage de Ibaru est basé sur de nombreux contes japonais dans lesquels est présente l'alouette des champs. Mais Jinx semble s'être concentré sur celle racontant la légende de l'oiseau ayant donné de l'argent au soleil, mais qui s'est enfui. L'oiseau chasse alors le soleil pour qu'il le rembourse de sa dette. Quand on regarde de plus près, on peut voir que c'est exactement la même backstory que Ibaru possède. Dans son dos, Ibaru possède des ailes, sur lesquelles sont accrochés 4 yeux. Ceux-ci seraient les yeux des 4 bêtes sacrées de la mythologie chinoise, à savoir le dragon azur, l'oiseau vermillon, le tigre blanc et la tortue noire, qui représentent les 4 points cardinaux et sont souvent traités comme des dieux. Niveau original de l'NN, Ibaru travaille dans l'agence financière de Gappori au village humain. Son travail, c'est de récupérer l'argent des dettes. Concernant Gappori, ça veut dire littéralement faire un tas d'argent. Et c'est bien le but de l'agence, car il s'occupe de faire des petits prêts monétaires à des gens et de récupérer l'argent de la dette par la suite. Cependant, on pourrait dire qu'ils ne sont pas très pros, étant donné qu'ils font usage de la violence pour récupérer ces dites dettes. Ibaru travaille pour eux et s'occupe de récupérer cet argent, de manière violente ou non. Concernant les capacités de Ibaru, on reste sur du très sobre, c'est-à-dire faire du profit. Ibaru a vécu pendant longtemps, et à cause de cela, il est vieux jeu, ou d'ailleurs détesté pour son boulot, mais s'en moque pas mal. Il y a aussi un endroit un peu plus connu du village, l'Azumaterasu, travaille la personne dont on va parler maintenant, Tenkai Zuifeng. Les kanji de Tenkai signifient respectivement paradis, et une manière plutôt ancienne de dire barrière. Zuifeng signifie quant à lui vent montant, ce qui pourrait être aussi une référence à un moine bouddhiste de la période Edo au Japon. Concernant le personnage en lui-même, il est assez compliqué de le résumer en quelques lignes. Pour commencer, ses apparitions. Tenkai apparaît dans l'LN3 Reactivate Magistical Imperial en tant que premier boss extra ainsi que Absurde Extra, ainsi que dans l'LN4 Brion Pagoda or Ace Castle en tant que boss de Devanagara ainsi que personnage jouable. Tenkai était l'un des dictateurs de Mugenri à l'époque où Tsurubami était encore en train de gérer le sanctuaire Senri. Alors, Tenkai est craint par de nombreux humains et yokai.
Cependant, cette partie de son histoire le suit encore à l'heure actuelle, et à cause de ça, les affaires de l'Amaterasu ne sont pas complètement fleuries. Et là, on va devoir expliquer tout de suite son pouvoir, sinon on va pas pouvoir aller plus loin dans l'explication. Son pouvoir, c'est la manipulation des barrières. Cette capacité est assez vague. Effectivement, on pourrait penser aux barrières dans le sens physique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui planque un passage ou l'accès à quelque chose. En pratique, Tenkai peut faire cela, mais beaucoup plus. On peut voir cette capacité utilisée dans à peu près toutes ses spellcards, en tant qu'arme pour inverser la position des Danmaku, téléporter des Danmaku d'une barrière à une autre, etc. Cependant, réparer des barrières est un peu chose complexe pour lui, ainsi que le fait de manipuler celles faites par d'autres personnes. Il est dit que l'étendue de la manipulation des barrières de Tenkai est incompréhensible pour la majorité des gens. Ça ne veut pas dire que c'est un pouvoir infini, il est bien sûr limité, mais aucune limitation de ce genre n'est vraiment connue à ce jour. Niveau histoire, Tenkai descend d'une lignée de fabricants de barrières très connus à travers Mugenri, travaillant actuellement à l'Amaterasu au village des humains. Sa première apparition dans l'NN est dans le 3ème jeu en tant que boss extra, après que l'Humaine Celeritas ait affaibli la barrière de Mugenri dans l'NN2. Jinbei a demandé à Tenkai d'aller réparer la partie abîmée de la barrière, seulement il ne l'a pas fait, par fainéantise ou simplement par manque de temps. Ça a donc causé l'incident de l'NN3 et la naissance de Shion, de la fleur Harujion. Tenkai va alors réparer la barrière car son boss lui a demandé de le faire. Et on le croise alors dans le jeu alors que son boulot est quasiment terminé. Tenkai veut alors tester la puissance de Yabusame et Tsubakura, on le bat alors et il retourne à son travail réparant alors la barrière. Dans sa deuxième apparition, ainsi que dans sa dernière au moment de l'écriture du script, Tenkai s'inquiète des tensions entre le château des libellules et des Vanagara. Il va alors prévenir Yabusame et Tsubakura, qui sont déjà au courant et qui sont déjà partis régler le souci. Tenkai rencontre alors Sukune Katano et Sese Kitsugai voulant se venger de Tsubakura et Yabusame. Il s'est alors fait entraîner malgré lui. On découvre alors son véritable passé dans les fins du jeu, révélant sa nature dictatoriale et sa relation avec Tsurubami. Dans les fins du jeu, on lui propose de prendre le contrôle de Mugenri, ce qu'il refuse sous prétexte de sa loyauté envers Tsurubami. Dans l'extra stage, Tenkai rencontre alors Suzumi et se combattent, et tout le monde oublie ce qui s'est passé durant le combat, sauf Tenkai qui s'en souvient vaguement. Niveau relation, on a pas mal de choses à voir. Déjà la plus évidente, sa relation avec Tsurubami. On peut directement voir que Tenkai tient Tsurubami très haut dans son estime, l'appelant avec des titres honorifiques. On ne sait pas vraiment ce que pense Tsurubami de Tenkai, mais comme il l'appelle juste Tenkai sans rien après, on peut penser que leur relation n'est pas du tout mauvaise. On sait par contre que Tenkai connaît Tsurubami depuis bien longtemps avant sa prise de pouvoir à Mugenri, leurs deux familles ayant des liens assez étroits depuis quelques générations. Tenkai pense que unifier les gens par la force a du mérite et que ça pourrait marcher. On sait aussi que Tenkai est la seule personne à connaître la vraie raison du départ de Tsurubami dans le monde extérieur. Sa relation avec Yabusame et Tsubakura est un peu bancale. Il pense qu'ils ne sont pas capables de gérer Mugenri aussi bien que Tsurubami le faisait, et que donc ils ne sont pas aussi efficaces. Et on va pas se mentir, il y a une vraie différence entre les deux façons de faire. Laquelle est la plus correcte, ça j'en sais rien. Avec Eiji Senri c'est simple, Tenkai pense que c'est une nuisance. Et pour finir simplement, parce que j'avais envie d'en parler, un mème, c'est-à-dire une blague récurrente qui existe sur son thème musical, Present World Overhaul, pouvant être utilisé par l'explication intensive de trompettes avec des sons très aigus et une mélodie rapide à 3 minutes 12 dans la musique. Je peux vous laisser écouter, mais attention, baissez votre son s'il est à fond. 3, 2, 1... Avec ce même, on conclut l'épisode sur le village humain. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer non pas à un lieu, mais à un personnage. Un gros morceau de l'NN qui mérite un épisode à lui seul tellement c'est vaste,